d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas une marche occidentale. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler du service public de l'audiovisuel parce qu'il y a une grosse réforme là qui va arriver. Et vous allez voir, c'est pas clair leur truc. À la base, il y a une proposition de loi des macronistes et de LR, mais maintenant c'est Dati qui défend le projet, donc c'est encore plus inquiétant. Là, vous êtes peut-être à fond sur les européennes, c'est normal, mais on voulait quand même vous parler de ça parce que c'est une grosse réforme, ça va arriver très vite et ça vaut le coup qu'on vous prenne 20 minutes de votre temps pour vous parler de ça. Vous allez voir. Le projet, c'est une fusion, une grosse fusion, de Radio France, de France Télé, de France 24 et RFI, de l'INA. Dans un premier temps, ils veulent créer une holding pour chapeauter l'ensemble, mais le projet final, c'est bel et bien une fusion de toutes ces sociétés dès 2026. Alors, ça me permet effectivement de clarifier pourquoi cette réforme de l'audiovisuel public. C'est effectivement, dans un premier, parce que nous avons ça a mis conscience beaucoup en colère, de ça, les journalistes de France 24, on a conscience de l'importance de l'audiovisuel public, notamment pour la démocratie et la qualité de l'information, et on peut d'ailleurs l'attester ici avec Télématin. Ensuite, parce que nous sommes conscients que le statu quo n'est plus possible. Vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des plateformes, aujourd'hui, il faut renforcer cet audiovisuel public. Vous l'avez reconnu, c'est Quentin Bataillon, c'est le champion, c'est leur champion des médias chez les macronistes, c'est incroyable. Vous savez, c'est lui qui était allé chez Hanouna pour cracher sur Yann Barthès et Aurélien Saint-Toul après la commission d'enquête parlementaire sur les TNT, tout ça. Alors, ils en ont envoyé plusieurs dans les médias pour expliquer leur réforme. Ils ont envoyé par exemple Fabienne Colbock, c'est la députée d'Indre-et-Loire, et pareil, on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'est que cette réforme ? Elle a répondu pareil, c'est parce que le monde bouge, avec les plateformes, avec Internet, tout ça, il faut s'adapter. De toute façon, on va la faire, la réforme, c'est comme ça, il faut être solide, il faut être puissant, il faut être plus grand. Pourquoi on le veut ? Parce que aujourd'hui, l'espace médiatique est quand même déstabilisé par les plateformes, par les réseaux sociaux, par Internet. Et à un moment donné, il faut pouvoir anticiper cela. Donc, on n'est pas à penser qu'il faut de la casse, on n'est pas à penser qu'il faut réduire, on est à penser qu'il faut au contraire être fort et être puissant face à cet espace médiatique. Ce que vous nous dites, c'est que c'est pas une réforme pour faire des économies. C'est pas une réforme pour faire des économies, c'est une réforme pour être puissant. Va expliquer ça aux journalistes de France Info, de France Inter, de France 2. Moi, je crois que eux, ils pensent qu'ils sont déjà assez puissants. Alors, ok, le public de France Télé vieillit, mais les audiences sont excellentes, même sur Internet. Les podcasts de Radio France marchent très bien, avec d'énormes succès comme Affaires sensibles ou Les Pieds sur Terre. Les matinales d'Inter et de Culture sont très écoutées. Le 20h de France 2 est derrière celui de TF1, ok, mais 3 millions de téléspectateurs devant Anne-Sophie Lapix, c'est pas mal quand même. Bref, il est où le problème ? Pourquoi cette fusion ? Dans un contexte, dans un environnement qui est bouleversé par les innovations technologiques, par les plateformes, par aussi... vous savez très bien que maintenant, les audiences sont différentes. En hausse pour France Culture. Non, mais il y a beaucoup de bouleversements. Ah, clairement, les journalistes, ils comprennent pas, là. Le boulot, il est bien fait, le public, il est là. Il y a des gens qui se cassent le cul, des précaires, des pigistes. On pense à eux, d'ailleurs, parce qu'on sait qu'ils sont pas très bien payés sur le service public. Mais bon, voilà, c'est du bon boulot. D'ailleurs, le tarif des piges vient d'être réévalué en 2024. Les grilles n'avaient pas bougé depuis 2019, malgré l'inflation. Mais voilà, il y a des gens qui restent quand même, parce qu'ils ont une certaine idée des missions du service public, qui veulent avoir un espace dans lequel on peut faire de la qualité, où on élève un peu le niveau du débat. Il y a des gens qui croient à des choses, qui essaient de faire des choses, et eux, ils nous font quoi ? Ils envoient Rachida Dati et Quentin Bataillon pour tout détruire. C'est quoi ce manque de respect ? Alors, fatalement, elle est difficile à vendre, cette réforme sur le service public. À chaque fois, les journalistes ont plein de questions, ils comprennent pas pourquoi, ils comprennent pas le timing, la précipitation. Et puis, vous avez entendu le bullshit sur le fait qu'il faut être fort, que tout change vite avec Internet et tout. Le seul truc que les journalistes comprennent là, c'est que manifestement, on se fout vraiment de leur gueule. Et ils sont pas faciles à rassurer du coup. Pourtant, les macronistes ont essayé. Là, vous allez voir, je crois que Fabienne Colbock, on lui a dit avant l'interview, allez, il faut les rassurer. Rassure-les. Vraiment, garde ça en tête, tu es là pour les rassurer. T'as compris ? Allez, vas-y, championne. Et si on a besoin de rassurer sur des sujets spécifiques, de rencontres, après, moi, la porte est ouverte pour vraiment rassurer. Il y a des choses à négocier ou pas ? Je pense que ce qui peut être rassurant, c'est notamment sur la radio avec la spécificité audio et audio numérique. Où, il y a plein de manières, il y a plein d'endroits où on peut rassurer pour la radio. Tu vois, moi, paradoxalement, je suis pas rassuré. Non, puis c'est pas clair. Ils se contredisent même entre eux, c'est nulos. Je pousse aussi pour que France Info puisse être poussé au niveau international pour remplacer éventuellement France 24 et avoir, on va dire, cette force, cette attraction à la fois nationale et internationale. Quand votre collègue Quentin Bataillon, que vous avez cité, dit sur notre antenne qu'il serait souhaitable que la chaîne France Info remplace France 24. Bon, il a rétro-pédalé le lendemain. Ça, c'est une bourde ou il était en mission commandée pour tâter le terrain ? Non, je pense qu'il a parlé trop vite. Alors, on les sent tendus. Alors par contre, il y en a une qui est sacrément détendue, c'est Rachida Dati. Alors elle en a rien à branler, c'est extraordinaire. Notre ministre de la Culture, elle a
assume. Par exemple, il y a un truc que les rédactions craignent particulièrement, c'est le retour de l'ORTF, qu'ils disent. Bah écoutez ce qu'elle leur répond. Mais l'ORTF, enfin, pardon, je vais peut-être vous choquer, mais ça permettait quoi ? Quand vous avez un parent qui est ouvrier, qui regardait les dossiers de l'écran, et que le lendemain, il pouvait parler dans son usine avec son chef du dossier de l'écran parce qu'il l'avait regardé, vous ne croyez pas que c'est très fort d'avoir une culture commune ? L'ORTF, c'était l'Office de radiodiffusion et télévision française, une grosse boîte dans laquelle il y avait tout. C'était un monopole d'État avec une seule tête qui gérait la radio, la télé, même les câbles, tout. L'ORTF a été démantelé en 1974 sous Chaban-Delmas. C'est là qu'on a créé Radio France d'un côté, puis niveau télé, on a séparé TF1, Antenne 2 et France 3 Région en 3 sociétés distinctes. On a créé l'INA à part aussi, et chaque boîte avait une direction différente, des rédactions différentes. Tout restait public, mais ça créait du pluralisme. C'était pas le même journal télé sur la 1 et la 2, les journalistes gagnaient en indépendance. Et les journalistes, ils l'avaient demandé cette indépendance. Il y avait eu beaucoup de grévistes en 68 à l'ORTF, et ils demandaient ça, qu'il y ait moins de censure, moins d'invités obligatoires, qu'on les laisse travailler un peu. Parce qu'avant ces réformes-là, il y avait quand même un gros problème. Si vous avez vu le film Les Nouveaux Chiens de Garde, vous le savez. Le ministre de l'Information pouvait s'inviter lui-même dans le journal et même décider lui-même de la formule du journal dans son bureau de ministre. C'est lui qui faisait la télé, quoi. Le fait que vous ayez accepté de venir ce soir inaugurer cette formule avec nous, est-ce que cela ne va pas être interprété comme la mainmise du gouvernement sur le journal télévisé ? Le fait que j'inaugure cette nouvelle... Le ministre de l'Information présentant le nouveau journal, pas très bon pour la crédibilité. Voilà, c'est fini. Maintenant, un ministre oserait plus s'inviter tout seul sur un plateau. Non, si, apparemment, ça se fait encore. Hein. Ouais, non, mais je sais. Mais c'est pas pareil, c'est Attal. Attal, il est comme ça, il est décontracté, quoi. Il y avait des jeunes, quoi. Ouais, il y avait des jeunes, puis comme c'est un jeune lui-même, enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Ça va, tu vas bien ? Ouais, très bien. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour, ça va ? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Et oui, la semaine dernière, Gabriel Attal n'était pas invité. C'était Valérie Ayé, l'invité de France Info, mais il a quand même fait irruption sur la scène de son propre chef, manifestement. C'est complètement imprévu. Hein, On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir vous dire un petit mot, venir encourager Valérie à un moment où les élections européennes approchent. Ouais, donc tu disais le service public par rapport à l'ORTF, c'est un peu plus indépendant, c'est ça ? Bah non, mais là, c'est sûr, ça se voit pas. C'est pas un bon exemple aussi, là. Attal, il était en haut à la radio en train de faire une interview et puis il s'est invité tout seul. Alors il arrive tout sourire, ça veut dire que derrière il y a eu un feu vert, il y a des gens qui lui ont dit OK, qui lui ont filé un micro qui marche, qui ont prévenu les journalistes dans l'oreillette. Ouais, attention, c'était pas prévu, mais il y a Attal qui va arriver en plein direct là, j'ai pas pu le retenir, je suis désolé les filles, bon courage. Non mais c'était fou ça, le mec, il a cru que c'était la maison de la radio à sa daronne. Surtout que c'était en pleine campagne électorale. Ouais. Et en plus, la même semaine, il y a Macron qui s'est invité au JT de TF1 et France 2 le même soir. Tout ça, ça a fait réagir la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, qui passait un peu après dans la même émission, et qui en a profité pour prendre à partie les journalistes de Radio France. Pourquoi vous avez laissé faire ça ? Et j'aimerais bien comprendre comment ça se passe concrètement. Vous avez le Premier ministre qui est dans le couloir, qui dit j'ai envie de passer à la radio sur le service public, allez hop, j'arrive. Alors, il était invité du 8h30 France Info, de 8h30 à 9h. Du coup, il peut s'inviter dans toutes les émissions de la maison de la radio en temps réel, comme il veut. Demain, là, il pousse il pousse la porte de France Inter, il va derrière le micro. Il a profité comme le président de la République jeudi, il dit voilà, j'ai envie de parler. Jeudi, 24 heures avant la fin de la campagne officielle, je prends tous les JT, toutes les chaînes d'info continuent. Il ne allez-y, soutient écoutez-moi. pas de cette manière. Alors les journalistes, ils ont essayé de recentrer la question sur autre chose. Oui, bah ils font toujours ça, c'est jamais eux le problème. Hein. Non, là le problème c'était est-ce que Gabriel Attal c'était pas un peu sexiste là de débarquer sur le plateau ? Est-ce que c'est une bonne façon de soutenir sa candidate ? Mais ce qui est chaud là, c'est que personne à la maison de la radio n'ait osé dire non au Premier ministre. C'est une dinguerie en fait. Vous imaginez si Olivier Faure avait débarqué en pleine interview de Glucksmann, il avait demandé le micro, ou Mélenchon en pleine interview d'Aubry, vous croyez qu'on lui aurait donné un micro qui marche ? Et j'insiste sur le micro qui marche, c'est comme couteau qui coupe, ça va pas de soi, un micro qui marche c'est précieux, c'est rare, ça se donne pas comme ça. Encore une fois, on est à la veille d'une réforme de l'audiovisuel public et on a un gouvernement qui se comporte comme si on était au temps de l'ORTF, on peut pousser la porte, s'installer derrière. On va parler de votre programme. On va parler de votre programme, de toute façon faut arrêter de parler de nous, François-Xavier Bellamy, on critique pas les journalistes sinon c'est du populisme. Et Bellamy, il avait déjà gueulé contre le service public. Quelques semaines avant, il avait pris à partie Caroline Roux, qui avait organisé sur France 2 le débat Attal-Bardella, sur la base des sondages j'imagine. Rien ne justifie
que ce soit le service public mette en scène ce débat. Rien. C'est-à-dire, est-ce que maintenant ça vous intéresse de parler de votre projet ou pas? On va en parler. Parce que c'est maintenant le happening permanent, votre campagne. Non, pas du tout. Donc là, vous êtes venu faire un happening. Très bien, c'est fait, on a compris. Donc oui, il y a de gros problèmes d'indépendance à France Télé, mais aussi à Radio France. On vous renvoie à notre épisode sur France Inter. Les patronnes de toutes ces chaînes, les Sibylle Veil, les Adèle Van Rett, les Delphine Ernotte, ne sont pas de farouches opposantes à Macron, c'est rien de le dire. De toute façon, elles n'ont pas été nommées là par hasard. Oui, il y a une ambiance globalement plutôt macroniste, particulièrement à France Télé. Et là-bas, tout le monde le sait, tout le monde l'admet. D'ailleurs, ils pensaient même qu'ils allaient échapper à cette réforme qui était prévue depuis 2017. Mais ils se disaient que Macron avait besoin d'eux, qu'il n'allait pas les lâcher comme ça. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que oui, il y a des gens qui parlent à rhinocéros. En face des chaînes Bolloré qui poussent à fond l'extrême droite, avoir un service public avec des gens bien élevés qui traitent correctement le pouvoir, c'est un sacré atout pour Macron. Seulement là, c'est fait, c'est enclenché, il va y avoir réforme. Un accord semble avoir été trouvé pour voter ça avec LR. LR qui voulait aller encore plus loin, puisque c'est eux qui insistaient pour mettre France 24 et RFI dans la fusion, alors que le gouvernement voulait garder ça de côté pour des questions de soft power. Ben non, eux aussi vont être absorbés, et tant pis pour le Quai d'Orsay. Et tout ça, ça va être piloté par une seule et même personne. Évidemment, ça pose des questions d'indépendance, parce que pour choisir le ou la présidente de ce mastodonte, ils vont pas demander aux salariés de voter. Bah non, ils votaient déjà pas avant, de toute façon les salariés, ça marchait pas comme ça. Sur l'indépendance, comment vous rassurez les salariés de l'audiovisuel? Sur l'indépendance, déjà, c'est sur le choix de la personne qui sera choisie pour être PDG de France Média. Il y a quand même l'Arcom qui est là pour garantir l'indépendance, le pluralisme, l'expression des différentes opinions, expressions, et voilà. Donc on a quand même des garanties pour que cette indépendance de l'audiovisuel public... Voilà, donc l'Arcom. Et est-ce que vous savez qui nomme le président de l'Arcom? Eh ben c'est le président de la République. Voilà, comme ça, c'est bien foutu, c'est bien verrouillé quand même. Et c'est l'Arcom qui choisit aussi la présidente de Radio France et celle de France Télévisions. Et bah figurez-vous que ces girl boss complètement indépendantes du pouvoir politique, elles ont pas l'air de s'opposer trop au projet de Rachida Dati. D'ailleurs, vos dirigeantes, les dirigeantes de France Télé ou de Radio France, reconnaissent que cette réforme que nous souhaitons porter, elle est nécessaire. L'opinion publique reconnaît aussi qu'il y a un sujet avec l'audiovisuel public. Alors, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, vous allez voir, elle est convaincue. Le monde bouge vite, les plateformes, tout ça, tout l'argumentaire que vous commencez à connaître, ça lui parle. Je dis juste que, en revanche, je vois le monde bouger vite et je pense qu'on ne va pas assez vite sur certains sujets pour remplir... pour être au rendez-vous en fait, pour être au rendez-vous en temps et en heure de ces sujets. Voilà, donc c'est ça ma motivation, qui est une motivation très pragmatique de patron d'entreprise qui a besoin d'avancer sur certains sujets pour satisfaire ses publics. Son contrat à France Télé, il se termine dans 1 an. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Ah bah, il y a un nouveau poste qui va se créer, dis donc, avec la holding, là, va bien falloir chapeauter tout ça, ça pourrait coller. Sibylle Veil de Radio France, elle en vrai, elle est un peu moins enthousiaste. Tout le monde sait qu'en cas de fusion, c'est souvent le gros qui absorbe le petit. Et là, c'est France Télé le gros. Donc à Radio France, ils sentent bien que ça va pas être à leur avantage cette fusion. Alors comment ça va se passer dans les faits, cette fusion? Pour l'instant, les salariés du service public n'ont pas réussi à avoir de réponse concrète de la part des politiques. Pour l'instant, tout ce qu'on leur dit, c'est que ça va bien se passer. Mais vous savez qu'on dit rarement ça avant un truc agréable. On le sait qu'il y aura forcément de la casse. C'est le principe d'une fusion. On va virer tout ce qui fait doublon. Ça va être un carnage. Et selon le SNJ de Radio France, ce carnage, ils sont déjà en train de bosser dessus. Le syndicat alerte, tout est déjà là, écrit en toutes lettres dans l'annexe du contrat d'objectifs et de moyens de France Télé. Vous vous souvenez, il y a peu, Macron a supprimé la redevance. Jusque-là, les médias avaient leurs propres recettes, des recettes fléchées comme on dit. Maintenant, leur budget, il est voté à l'Assemblée, sur des fonds de l'État. Et donc, l'État passe avec ses entreprises publiques un contrat d'objectifs et de moyens pour leur filer le budget. En octobre 2022, dans Ouvrez les guillemets, on vous avait déjà dit que la suppression de la redevance, ça menaçait l'indépendance de l'audiovisuel public. On s'inquiétait. Et d'ailleurs, on n'était pas les seuls, parce qu'à l'époque, même le Conseil constitutionnel avait émis des réserves. Les réserves du Conseil constitutionnel et les 3,8 milliards d'euros volatilisés, ça n'inquiète pas le gouvernement, qui se veut rassurant. Ils nous disent non, c'est bon, on va trouver, vous en faites pas, vous nous prenez pour qui, on n'est pas des rigolos, hein.
à l'avenir. Nous avons une discussion budgétaire à avoir, mais qui doit découler d'une discussion sur les objectifs, sur la feuille de route, sur la stratégie d'avenir de l'audiovisuel public. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un contrat d'objectifs et de moyens. Alors, les journalistes de France Info, elle vous rassure pas la dame? Vous avez plus de thunes assurées, mais vous avez un beau contrat d'objectifs et de moyens tout neuf. Bon, le truc là, c'est que le Sénat, il a modifié le contrat de France Télévisions en cours de route. Le contrat, il devait durer 3 ans, mais ils ont fait un avenant au début d'année. Ils ont rajouté des éléments qui concernent la fusion, justement. Dans cet avenant, par exemple, on apprend que le plan, c'est de créer une nouvelle marque. Ici, ce serait la fusion de France 3 Région et de France Bleu Région. Ils vont tout redécouper géographiquement et nommer un directeur commun par région. Et attention, ça va aller vite. C'est prévu pour dans moins d'1 an. La date annoncée, c'est le premier semestre 2025. Mais c'est pas fini. Le démantèlement de Radio France va aller très vite parce qu'ils vont aussi regrouper France Info avec France Télé. Ça veut dire que Radio France va littéralement être amputée de France Info et France Bleu très très vite, et ce, peu importe l'avenir du projet de loi, puisque c'est d'ores et déjà dans le contrat d'objectifs et de moyens, selon le SNJ Radio France. Ça veut dire que Radio France va se séparer de 2/3 de ses journalistes. 2/3 qui vont être absorbés par la télé. Et j'imagine qu'un certain nombre de précaires, de pigistes, vont pas être renouvelés, bref, c'est une boucherie. Et là, on comprend mieux pourquoi Sybille Veil est moins enthousiaste que Delphine Ernotte. Voilà, et pour tous ces journalistes, ça veut dire que c'est fini de passer d'une radio à l'autre. Avant, ils pouvaient passer de France Info à France Inter, France Bleu à France Culture. Tout ça, ce sera fini. Et tout ça, c'est dans le contrat d'objectifs et de moyens de France Télévisions. Mais il n'y a rien de tel dans celui de Radio France. C'est là que ça devient franchement le bordel. Eh bien là, on se trouve avec moi qui dis rouge, parfois ma collègue de Radio France qui dit vert. On a toutes les deux raison de notre point de vue. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Ça permettrait d'accélérer vraiment les décisions et de se concentrer sur ce qui est pour moi important, c'est-à-dire l'offre pour le public. Bon c'est qui va trancher? C'est le Parlement? C'est Dati? C'est Macron tout seul dans son bureau? Je sais pas si on se rend bien compte, mais là, on va vers la fin de la maison de la radio telle qu'on la connaît. Ils sont en train de démanteler un des rares services publics qui tiennent encore la route. On vous l'a dit, les audiences sont bonnes. Les Français sont attachés à leurs émissions préférées. On n'écoute pas France Bleu en vacances pour les mêmes raisons qu'on met France Info sous la douche, France Inter dans la bagnole ou France Culture quand on fait la cuisine. Et les Français sont attachés à ce pluralisme. Ce saccage, c'est une reprise en main politique. C'est un projet idéologique qui va avoir des conséquences désastreuses sur tout le paysage médiatique. Quels sont les programmes qui vont être sacrifiés à votre avis? Ceux qui rassemblent des centaines de milliers d'auditeurs ou ceux qui sont un peu plus confidentiels, qui coûtent pas forcément moins cher à faire mais qui sont disponibles pour des niches sur France Culture, sur France Musique? On va encore écouter Rachida Dati parce qu'elle annonce un peu la couleur. Bon, c'est pas très clair mais on va décrypter tout ça. Mais je veux vous dire, les Français les plus éloignés de la culture, si, parce que pour certains, parce que les Français et certains Français dans certains territoires en ont marre d'être stigmatisés ou victimisés. Les Français les plus éloignés de la culture, oui, ils en ont marre du service public. En plus, ils écoutent Pascal Praud, qui leur dit toute la journée que leurs impôts servent à financer des émissions qu'ils regardent même pas. Oui, ils voudraient bien regarder le service public, mais c'est trop de culture, c'est trop de bobos, c'est trop de parisiens. C'est en tout cas comme ça que Dati a présenté la réforme aux députés LFI, inquiets de la fin du pluralisme. Ils veulent avoir la même qualité de service que vous et eux. Voilà. Et plus ça sera fort, plus ils auront un accès à l'information de qualité, à des programmes de qualité. Vous leur refusez. Et je vais vous dire pourquoi vous leur refusez. Par pure idéologie. Ce qu'elle défend là, c'est que le service public devrait être une sorte de TF1 bis. Pas des trucs de niche incompréhensibles. Non, il faut des programmes rassembleurs pour toute la famille. Comme le Big Bill. Moi je dis toujours, si on repart sur... Il y a eu des grandes émissions. Vous étiez sur le canapé, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants. Aujourd'hui, chacun est dans une pièce. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le niveau d'argumentation de Rachida Dati, il est insultant en fait pour tout le monde. Elle est même allée dire qu'avant la télé, ça servait au moins à punir les enfants. Ah si, elle l'a dit. Je prends toujours comme exemple, avant vous disiez à votre enfant, t'es puni, tu regarderas pas la télévision. Vous pouvez le punir, il regarde pas la télé. Ils sont en train de nous préparer à un bouleversement dans l'audiovisuel français, doublé d'un désastre social pour tout un secteur. Et c'est comme ça qu'elle nous le vend. Ouais. De mon temps, il n'y avait qu'une télé, on n'était pas plus malheureux. C'est ce niveau-là, quoi. Et si c'est pas ça, c'est le truc des plateformes aussi, là. Mais on s'en branle des plateformes. Le service public, son but, c'est pas de concurrencer Netflix. On n'est pas là pour rayonner, faire des programmes à des milliards de dollars. Le service public, c'est le service public. Donc c'est pour nous, en fait, déjà, c'est pour le service du public, du débat public en France. Voilà, c'est ça son but. Parce que sans le service public, il reste quoi?
Tous ceux dont on vous parle d'habitude. Les médias de Bolloré, ceux de Bouygues, ceux de la CMA-CGM de Rodolphe Saadé maintenant, tiens super. À côté de ça, quelques médias indés qui vivotent comme nous, beaucoup plus petits. Mais sans le service public, plus rien pour faire concurrence aux machines de guerre des milliardaires. Mais oui, d'ailleurs, si le service public se pète complètement la gueule, il y en a que ça arrange bien, c'est justement ces milliardaires là, parce que eux, ça leur fera plus d'espace publicitaire à vendre, ça fait un concurrent de moins. Et dans pas longtemps, ce grand groupe-là, France Média, faudra peut-être ouvrir son capital, ce sera plus performant. En tout cas, ce serait tout prêt là. Ils ont mis tout dans une même structure, ils ont optimisé, ils ont enlevé les lourdeurs, ils ont dégraissé un peu. Là, ça y est, y a plus qu'à. Et si c'était ça, le projet derrière? Et si l'État était en train de faire le sale boulot pour pouvoir proposer quelque chose de vendable à d'éventuels investisseurs? Peut-être pas tout de suite, peut-être après 2027, on sait pas. Oui, parce que là, tel quel, c'est le bordel, toutes ces antennes, des statuts différents, des rédactions différentes de partout. Moi, je serais un milliardaire, j'en voudrais pas tel quel. Par contre, c'est vrai qu'après quelques années de restructuration, de plans sociaux, ça peut valoir quelque chose, hein. C'est pas mal, il y a du potentiel, il y a quelques bonnes marques. Je pense sincèrement qu'il y en a qui sont déjà en train de regarder ça avec avidité. Donc va falloir se bouger là. Les journalistes, je sais que vous nous écoutez les journalistes, il va falloir faire quelque chose. Donc oui, ici on a beaucoup critiqué le service public, on a critiqué Caroline Roux, Salia Braclia, Léa Salamé, ok, un peu tout le monde. Mais parce que nous, cette proximité avec le pouvoir politique, on trouve ça insupportable. Là-dessus, il a raison, Bellamy. Par contre, là, vous voyez bien que vos potes, ils sont en train de vous la faire à l'envers. Ils sont en train de désosser votre outil de travail. Et ils doivent s'en rendre compte, les journalistes vedettes, parce qu'on retrouve quelques grands noms dans cette tribune contre le projet de fusion paru dans Le Monde. Il y a Demorand, il y a De Villers, il y a Léa Salamé, des gens qui, mine de rien, seraient sans doute bien accueillis par le privé, mais qui semblent tenir au fait qu'il y a encore en France un espace avec des moyens qui ne soient pas sous la tutelle d'un milliardaire. C'est bien, on est avec vous. Donc c'est bien les tribunes, mais il va falloir organiser une vraie résistance. Et vite, parce que, vous l'aurez compris, les politiques, ils ont pas le temps. La mise à mort de Radio France, là, elle a déjà commencé. Nous, on soutiendra les grèves, on signera les tribunes, on est ensemble là-dedans pour une fois. Léa, Salia, Nico Domo, nous on va débarquer comme un Attal, on va débarquer sur le piquet de grève. Bonjour, hein, c'est ici pour soutenir la maison de la radio. J'espère qu'on sera reçus pareil, hein. Et plus sérieusement, force aux centaines de pigistes, de techniciens, de précaires qui font déjà tourner tous ces services publics dans des conditions difficiles et avec un management souvent nul à chier. Par contre, si vous faites grève, si vous essayez de défendre le service public, je pense que vous serez pas mal soutenus. On fera tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'on peut. On fera, oui, les tribunes, les cagnottes, peut-être même des streams où on vous invitera sur notre truc à Twitch si vous voulez. Parce que là, cette lutte, elle engage beaucoup de monde, elle engage tout le pays quasiment. Parce que ce serait quoi ce pays si carrément il n'y avait plus de services publics, c'était vendu aux milliardaires d'ici 3-4 ans? C'est déjà irrespirable. Est-ce qu'on a bien besoin de ça? Hein? Bon, nous on se retrouve dimanche, dans 2 semaines. Si vous voulez soutenir notre travail, n'hésitez pas à vous abonner à Blast, à activer la cloche. Bonjour! Bonjour! C'était pas prévu. Oui, je passais dans les couloirs pour soutenir notre campagne. Très belle campagne, j'ai vu qu'il y avait des jeunes. Ça fait plaisir. Bravo, c'est notre Loumi. Elle est formidable. Bravo, belle campagne.